Dear Anne-Marie Châtelet, Chère Anne-Marie Châtelet, merci pour votre invitation, chers collègues, mesdames, messieurs. Et si vous m'écoutez en anglais, je suis désolée de ma présentation. Alors, dans ma présentation, je vais vous parler brièvement de l'histoire de la formation à l'architecture en Allemagne, du début du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc, je vais vous parler de cela principalement à partir de l'exemple du programme d'enseignement des différentes écoles d'architecture de Stuttgart. Pour mes sources, j'utilise des programmes imprimés des écoles polytechniques et universités techniques de Stuttgart. Enfin, plus exactement, c'était d'abord une école polytechnique et c'est devenu une université technique. J'ai également pris comme source des articles sur ces écoles publiés dans les annuaires et les publications officielles à l'occasion des centenaires ou d'autres publications anniversaires, ainsi que des notes d'étudiants sur des conférences qui se trouvent dans les archives de l'université de Stuttgart, car nous avons certaines de ces notes de conférences concernant la construction des bâtiments, par exemple, de la fin du 19e siècle. Et puis, il y a d'autres sources provenant d'étudiants, par exemple, des programmes, des emplois du temps, des plans, donc venant des archives de Stuttgart ou ailleurs. Je n'ai pas beaucoup d'archives en Allemagne. Il n'y a pas autant d'archives en Allemagne qu'il y en a en France, d'après ce que j'ai entendu ce matin. Nous avons très peu d'archives, donc de documents d'archives. Mais avant d'en venir à Stuttgart, il faut d'abord étudier la question de Berlin qui, à la fin du XVIIIe siècle, avait vu la création de la fameuse Académie de la construction fondée par des architectes et des ingénieurs de l'administration du génie civil prussien. Aux alentours de 1800, il y avait dans les États allemands aucune façon régulée de former les architectes, puisque l'architecture n'était pas en soi considérée comme une profession. Et puis en même temps, un architecte professionnel ne donnait pas vraiment confiance en soi. Donc les architectes, les constructeurs pouvaient être formés, mais ce n'était pas formés en tant qu'architectes. Ils étaient recrutés dans la construction, ils avaient une carrière militaire où ils avaient acquis des connaissances de base dans le génie civil. D'autres visitaient, d'autres étaient dans des écoles privées créées par des architectes locaux sous la forme d'écoles du dimanche où ils étaient formés à la construction et à la conception. Alors, la voie royale pour les architectes existait depuis le XVIIe siècle sous la forme de visites de classes d'architecture dans les académies. Il n'y avait pas de programme d'enseignement officiel dans ces écoles. C'était un professeur respectif qui enseignait à partir d'exercices qu'il créait lui-même et de conférences qu'il dispensait, de telle sorte qu'il y avait très peu de règles, de normes. Et la qualité de ces formations variait considérablement. Quelquefois, c'était considéré comme tout à fait suffisant, et d'autres fois, c'était vraiment pas grand-chose. Les normes de qualité, donc, étaient fixées par les études des programmes d'enseignement mathématique et scientifique de l'université. Et certains architectes avaient suivi ces cours à l'université et où ils avaient complété donc leur formation artistique par des études scientifiques. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du 19e siècle, l'idéal de la formation de la profession architecturale était sous la forme d'études polytechniques. Et ces études étaient proposées depuis 1794 à l'École polytechnique de Paris, où dès le départ, les architectes allemands ambitieux suivaient les cours bien connus de Jean-Nicolas Louis-Durand et sa méthodologie rationnelle de la conception. La documentation de Durand de ces conférences se retrouve dans son précis de leçons d'architecture. C'était quelque chose qui était disponible partout et très utilisé. Néanmoins, l'objectif de la formation de Durand n'était pas d'avoir un architecte créatif qui pouvait concevoir de façon indépendante, mais il s'agissait d'avoir un système modulaire souple qui
qui pouvait être utilisé pour construire n'importe quel bâtiment, quelle que soit sa taille ou sa fonction, cela de façon fonctionnelle et économique. L'architecte vu comme un architecte devenait une sorte de membre d'une administration de construction qui pouvait utiliser des modèles simples, universels, applicables à la construction et qui avaient été produits par Durand. Donc cela était bien loin des académies artistiques et ce qu'elles voyaient comme étant un vrai architecte, où l'on donnait la priorité à la conception artistique plutôt qu'à la conception, à la méthodologie de conception schématique de la formation polytechnique. Alors, c'est deux options différentes, c'est-à-dire à la fois une formation artistique et d'autre ailleurs une formation polytechnique, rationnelle, économique, étaient discutées à la fin du XVIIIe siècle à Berlin. Et on pense que l'établissement et le succès de l'école polytechnique de Paris a vraiment une influence réelle sur le programme de cette Bauakademie qui a été créée donc à Berlin et que l'on voit ici. Donc, on peut supposer que c'est l'école polytechnique de Paris qui a influencé le programme de cette Bauakademie. Alors, c'est vrai que pour ce qui concerne le programme final de 1799, mais pour ce qui est du premier programme de 1798, c'est-à-dire l'année précédant la fondation de l'Académie, l'objectif de la formation était d'obtenir un architecte artiste qui devait se sentir comme appartenant à la tradition de Vasaris, c'est-à-dire que l'architecte n'est pas un ingénieur, mais est un artiste. Donc l'objectif du deuxième programme d'enseignement à partir de... Donc ça, c'était le premier programme de 1798, premier programme d'enseignement, et ensuite... Il y avait différents cours, il y avait 6 semestres, 3 années, et puis ici, vous avez ce qui était enseigné, les constructions, l'utilisation des instruments, les modèles, la physique, éléments de base de l'architecture, architecture économique, les machines, la planification urbaine, les canaux, les ports, le génie mécanique et l'estimation des coûts. En été, il faisait des mesures sur le terrain et puis il faisait beaucoup de dessins à l'Académie des Beaux-Arts, des statues, des dessins à main libre et puis des dessins d'architecture, donc des petits bâtiments ou des grands bâtiments. Donc c'était le gros problème du programme de 1798. Mais ici, vous avez... donc il y a eu des problèmes qui ont été constatés. Vous voyez ici donc des publications de l'ingénieur Gilly. Et donc, dans le dernier programme, celui de 1799, ils n'ont pris dans le programme ambitieux de l'année précédente que la partie polytechnique, arithmétique, géométrie, physique de la construction, architecture économique, recherche sur les machines, hydraulique, canaux, ports, génie mécanique et estimation des coûts. La conception en tant qu'élément artistique de l'architecture est devenue vraiment minimale. Et l'Académie d'architecture de Berlin a vu des architectes célèbres comme Schinkel et c'est devenu à ce moment-là une école qui était uniquement une école d'ingénierie. Et après le fondement de l'Académie de Berlin, il y a eu d'autres écoles qui ont été créées dans les autres principautés et duchés allemands. L'école de Karlsruhe, par exemple, fondée par Heinrich Hübs. Puis il y en a eu à Munich, à Dresde. Et puis en 1840, l'école polytechnique de
Stuttgart a été fondée. La plupart de ces écoles avaient des prédécesseurs sous la forme d'écoles de construction où il y avait des artisans qui étaient formés de façon plus ou moins professionnelle à l'architecture et à la conception. Vous avez ici l'école polytechnique de Stuttgart qui a été construite en 1864. Alors, le programme de cette école polytechnique royale de Stuttgart est très lié au programme de l'école polytechnique de Paris. Mathématiques, physique, chimie, minéralogie, construction de ponts, construction de routes, génie hydraulique, droit de la construction et enseignement des différents matériaux de construction qui forment le cœur du programme d'enseignement. Il y a ensuite, à la suite de l'enseignement de l'école des beaux-arts, il y a des cours importants qui sont ajoutés, par exemple le dessin, y compris le dessin de plans et de conception, d'ornements, à main libre, etc. Et la conception architecturale est apprise dans le cours sur l'architecture civile qui permet d'apprendre les colonnes et l'assemblage d'éléments pour construire des bâtiments entiers et ils apprennent également à concevoir des petits bâtiments. Et surtout, les étudiants ont également des cours sur l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, la religion et les langues, français ou anglais. Et chaque année, l'école lançait un défi pour concevoir un bâtiment plus grand comme un music hall ou un musée. Les étudiants devaient recevoir une description détaillée du bâtiment qu'ils devaient concevoir et ils devaient fournir les plans des différentes sections, les façades en perspective, etc. Dans les années 70, la faculté d'architecture de Stuttgart était la faculté la plus fréquentée de l'école polytechnique. En 1877, il y a eu près de 200 étudiants qui ont étudié l'architecture. Le programme d'enseignement a été réformé. La pondération, le poids des différents cours, donc conférences, exercices, a changé. L'ingénierie a perdu son rôle central en faveur de la conception architecturale, de l'histoire de l'art et de l'architecture et de la construction de bâtiments. Les étudiants ont appris à maîtriser les différents styles de l'architecture historique en conception et en construction. Et je vais vous montrer, je pense qu'ici, c'est cette partie-là et là où c'est cela ce que devaient étudier les étudiants. Les chapiteaux, ici, vous avez le côté d'un dôme à Limbourg. Ici, une construction en bois, là aussi, les liens, les règles, les différentes règles et les différents styles. Donc, en dessinant les ornements et les différents styles, les étudiants étaient encouragés à créer de nouveaux ornements. Et donc, il y a une réaction par rapport à l'historicisme de la fin du siècle. Et en même temps, il y a eu donc la formation n'était pas simplement conditionnée par les objectifs de l'historicisme, mais aussi pour ce qui est de la construction de bâtiments qui étaient couverts de différents matériaux, bois, briques, pierres naturelles, béton, la construction intérieure high-tech et les infrastructures techniques. Ici, vous avez le toit de ce bâtiment historique et à l'intérieur, vous avez un intérieur très high-tech avec un chauffage central, un système d'aspiration centrale, le téléphone, l'électricité, l'éclairage électrique, gaz et adduction d'eau. Donc, c'est quelque chose qui est très moderne, qui est vraiment la chose qui est vraiment la plus importante à l'époque en matière de construction. Et il y avait une grande différence entre les anciennes formes traditionnelles des maisons et les techniques modernes qu'elles contenaient. Et donc, ceci a pris un certain temps. Le programme d'enseignement de l'école d'architecture est resté dans la tradition de la formation polytechnique du début du 19e siècle.
c'est-à-dire l'école des beaux-arts. La conception signifiait que l'on suivait les formes traditionnelles des temps historiques et on étudiait l'architecture. Cela signifiait qu'il y avait une formation académique aux mathématiques, à la physique, à la chimie, etc. Donc, les grands changements qui ont eu lieu pour la modernisation de l'école se sont produits après la Première Guerre mondiale. Toutes les écoles d'architecture d'Allemagne ont commencé à lancer des réformes de leur programme d'enseignement. Il y a eu un accord sur le fait qu'il fallait avoir des études sur des sujets très spécialisés, promouvoir une imagination créative et prendre en compte les capacités individuelles des étudiants. En même temps, la question de la formation à l'artisanat a été traitée. La question était de savoir, est-ce que l'architecture est une discipline pratique ou académique? Est-ce que les étudiants ont besoin d'une formation concrète sur chantier ou bien est-ce qu'ils doivent étudier de la recherche scientifique sur des sujets liés à l'architecture? Comme dans le Bauhaus qui a été créé en 1919 à Weimar, à Stuttgart, les enseignants ont décidé de ne pas poursuivre la formation polytechnique traditionnelle. Les réformes ont été globales et il ne s'agissait pas seulement de modifications d'ordre cosmétique. Au lieu de l'éducation académique, Paul Schmittenhenner et Paul Bonatz ont lancé le slogan « Vom Wissen zum Können », de la connaissance vers la compétence. Et l'enseignement est passé du scientifique à l'élémentaire, de la base fondamentale de l'enseignement. Et la formation n'était plus traitée de manière scientifique, mais était menée depuis le départ vers l'ensemble et vers le bâtiment. Schmittenhenner et Bonatz ont été convaincus que la connaissance du système total d'un bâtiment et la capacité à convertir les intentions architecturales en pratique étaient les exigences de base pour le travail d'un architecte. Donc, vous voyez ici qu'il fallait 12 mois de pratique sur un site de construction. Il fallait qu'ils construisent pierre par pierre, qu'ils posent les poutres, etc. Ensuite, les études préparatoires, c'était 4 semestres. Et donc, ils avaient des exercices qui étaient la construction de bâtiments, la création d'un petit bâtiment, etc. Le deuxième exercice, c'était la conception d'un bâtiment un peu plus grand. Et ensuite, le dessin de travail, donc de la construction, dessin de travail, etc., avec les détails. Et pour ce qui est des cours, il n'y en avait pas tellement. Il y avait la géométrie descriptive, la mathématique, le dessin de perspective, le dessin et la perspective de la construction à l'ombre, l'histoire de l'architecture, le métrage, les métrés de la construction, la pratique matérielle de la construction, avec quelques sujets supplémentaires. Ensuite, il fallait 18 mois de pratique dans un cabinet d'architecte. Et c'est à ce moment-là ensuite que démarrent les études professionnelles avec 3 ou 4 semestres, avec la conception d'un bâtiment complexe, la planification ou l'aménagement urbain et implantation humaine, ce qu'on appelait Sliedungswegen. Alors, l'école de Stuttgart, que l'on voit ici, a été très appréciée. De nombreux étudiants y sont venus et ensuite il a fallu une réforme de cette école. La pratique sur le site de construction a été réduite à 5 mois. Ensuite, les études préparatoires portaient sur 4 semestres. Il n'y avait
plus un certain nombre des exercices, mais il a fallu faire un travail collectif comme premier travail, conception d'une habitation simple de taille moyenne, avec les dessins de travail, échelle 1 à 100 et 1 à 1. Ensuite, dessin pour la construction. Les cours étaient la peinture et le dessin, la sculpture, l'histoire de l'architecture et les différentes mesures. Ensuite, construction d'un bâtiment. Ensuite, pratique pendant le semestre de vacances, 3 mois. Ensuite, pratique sur le site de construction, 12 mois. Ensuite, études professionnelles pendant 4 semestres. Et la création était importante, création architecturale, et les étudiants avaient le choix de suivre l'enseignement de tel ou tel professeur, Bonatz ou Schmittener. Ensuite, au cours du semestre d'été, il y avait également un concours pendant les vacances pour les étudiants de tous les semestres qui participaient à ce concours. Et donc, le programme est resté tel quel jusqu'en 1933. Ensuite, le régime nazi, du fait du Live-Schaltung, etc., ont essayé de faire suivre le même programme d'enseignement à toutes les écoles d'architecture en Allemagne. Donc, ce programme a été établi en 1933. Et on voit ici les 10 écoles d'architecture, Dresde, Aix, Karlsruhe, Danzig, etc., etc. Il y en avait 10 à l'époque. Et vous voyez ici les différents cours, des études préparatoires jusqu'aux études professionnelles. Ça prendrait 2 heures pour que je vous explique tout cela, mais c'est intéressant à comparer avec ce que Joan Hockman a montré, parce que nous avons ici ceci. Vous voyez qu'il y a de très nombreux exercices. Dans certaines des écoles, 4 fois plus, jusqu'à 4 fois plus que dans les autres écoles. Construction, c'est à peu près la même chose, le même nombre d'heures dans toutes les écoles. Les barres assurées sont les exercices. Donc, dans certaines écoles, il y en a plus que dans d'autres. Donc, ce serait intéressant de comparer tout cela à d'autres tableaux que l'on trouve par ailleurs. Je crois que les nazis n'ont pas réussi à mettre en place cette réforme générale dans les 6 années avant la mise en place du régime nazi. Et donc, vous voyez qu'il y avait quand même des différences entre les 10 écoles en Allemagne. C'est intéressant à voir et à comparer, voir les différentes composantes des études. Alors, pour autant que je sache, cette conformité rendue obligatoire n'a jamais été réellement mise en place dans les écoles d'architecture. Cependant, les programmes ont été soumis à certains changements. On a trouvé 2 programmes de cours d'un étudiant qui a étudié à l'école de Stuttgart en 39 et en 40. Donc, il s'agit sans doute des semestres d'hiver. L'école commence en hiver et les cours commencent en hiver. Donc, vous voyez ici construction de bâtiments. Et il y a également le sport le mercredi.
qui était important pour les nazis. Histoire de l'architecture. Et vous voyez, en fait, building construction, construction de bâtiments, il y a 6 cours de cette matière. Et le dessin libre à main levée est important également. Il y a également le dessin de figures. Ensuite, vous avez le 5e semestre. Vous avez Histoire de l'architecture, qui est le cours le plus important. Il y a également la création, design, type de construction, etc. Et aménagement urbain le samedi. C'est pour des architectes qui ont fait leurs études de 39 à 40 et ensuite ça a repris en 46-47. L'architecte en question a quitté l'Allemagne pour le Mexique où il est devenu célèbre. Donc, après 1945, le programme de l'école de Stuttgart a peu changé. Les principales réformes ont eu lieu au moment de la révolution des étudiants en 1968. Mais entre 1945 et 1968, il n'y a eu, en gros, pas de changement, pas de réforme. J'ai une citation de Helmut Jacobi qui... Enfin, le célèbre dessinateur de l'architecture qui a étudié à Stuttgart de 48 à 51. Il dit Stuttgart était un lieu fort de l'architecture, mais c'était une mauvaise chose. Certains des professeurs étaient encore des anciens du Troisième Reich. Un des élèves de Bonatz enseignait la typologie, mais il ne savait rien des nouvelles choses du monde. Alors, il y avait quelques-uns qui étaient des modèles, mais sinon, toute l'école de Schmittener était encore là. Et jusqu'en 1968, les études sont à nouveau devenues académiques. Après la révolution des étudiants, on est de nouveau passé à un enseignement académique. La conception architecturale est tombée à l'arrière-plan. De nouveaux sujets tels que l'économie de la construction ont été introduits et vous avez l'aménagement du territoire ou l'aménagement urbain. Là, on ne trouve pas d'institut du design, de la création. 10 ans plus tard, après cette réforme, une nouvelle réforme a eu lieu et qui a ramené le dessin architectural ou la création architecturale comme étant la principale tâche dans l'éducation des architectes. Mais il faudrait une autre présentation, peut-être à une prochaine conférence, pour vous expliquer tout cela, peut-être à la prochaine conférence. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Je voudrais maintenant donner un bref aperçu dans le cadre comme nous l'avons traité jusqu'ici en Allemagne avec le thème d'école d'architecture. Cela comprend une évaluation de l'opportunité de la perspective des architectes, un rapport très rare sur la situation de la recherche en Allemagne et peu de perspectives. Mais parce que mon français n'est pas bon, je vous demande de comprendre que je vais mettre en avant le rapport suivant en anglais. Merci. I would like to thank you. Je voudrais vous remercier pour l'invitation, Anne-Marie, de m'avoir invité à cette réunion transfrontière. Nous sommes très heureuses que notre étude sur le sujet des écoles d'architecture
soit repris de manière parallèle, soit repris maintenant par nos collègues français. Et nous nous réjouissons d'une bonne coopération au cours des années à venir. Je voudrais dire quelques mots à propos de la réunion pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Il y a 5 ans, en mai 2011, nous avons organisé un symposium sur les écoles d'architecture pour fêter le 100e anniversaire de l'Institut de l'histoire de l'architecture à l'Université de Stuttgart. L'histoire même de notre faculté nous a poussé à nous lancer dans ce sujet. L'Université de Stuttgart, avec sa faculté d'architecture, est venue à l'origine d'un collège technique et a été fondée sous forme d'école polytechnique, comme cela a été décrit par mon collègue Philippe. Et il s'est agi d'un site important de l'éducation à l'architecture en Allemagne depuis le 19e siècle. Des architectes renommés et des théoriciens de l'architecture renommés y ont étudié et enseigné. Certains des plus jeunes sont Werner Durt ou Prouvé, le spécialiste de Prouvé, Peter Schulzer, et ses collègues Boris Podreka, Frei Otto et Günther Benich. Rodolphe Gutbrock et Jürgen Judecker, Paul Bonatz et Paul Schmidhenner, qui viennent en fait tous les deux de Lorraine au départ, ont été les fondateurs de la célèbre école de Stuttgart dans les années 20, des années 20 jusqu'aux années 40. Ce concept d'école est rencontré par toute personne qui étudie l'architecture à l'université de Stuttgart. L'école de Stuttgart est sur les lèvres de tout le monde, mais très peu de personnes à l'heure actuelle savent ce que signifie ce concept d'école ou comment ce concept est né. Et cela nous a donné une bonne raison de mener des recherches sur l'existence, la permanence et, au bout du compte, la pertinence des écoles d'architecture européennes. Et cela nous a mené à organiser le symposium de Stuttgart. Cependant, il ne s'agissait pas d'une approche de recherche de pionniers. Un an auparavant, l'Institut de la théorie et de l'architecture à Graz, en Autriche, avait traité de l'histoire de l'école de Graz. Et nous avons l'étude d'Anne-Marie Châtelet sur l'école de Strasbourg et Winfried Nerdinger avait examiné l'école d'architecture de Munich dans les années 90. Il y a eu d'autres approches de la formation à l'architecture au Bauhaus. Mais la question du topos école d'architecture, école d'architecte était quelque chose de nouveau en Allemagne. Et simultanément, John Hoffman et Rebecca Williamson se sont lancés dans ce sujet aux États-Unis. Ma tâche aujourd'hui est de vous parler de notre symposium de Stuttgart, de ses objectifs et de ce résultat, et je voudrais souligner quelques-unes des conclusions de ce symposium, d'où le titre de ma petite intervention, École d'architecture, état actuel et perspectives de recherche future. Situation actuelle en Allemagne et perspectives futures pour la recherche. Alors, préface, je voudrais tout d'abord commencer par une scène imaginée. Imaginez deux architectes allemands au début des années 70. Ils engagent la conversation et un demande à l'autre « Où avez-vous étudié ?» Et un répond « Je suis allé à l'Université technique de Berlin. Et vous ?» À Karlsruhe. J'ai étudié à Karlsruhe. Ah, mais c'est l'école d'Eyermann, lui répond-il. Ah. Ensuite, silence entendu. Dans cette rencontre imaginaire, personne n'a besoin de parler beaucoup. On n'a besoin que de quelques mots-clés et deux architectes s'imaginent qu'ils peuvent s'évaluer l'un l'autre. Un est identifié comme élève d'Egon Eyermann, l'autre vient d'une école d'architecture qui a déstabilisé la scène de l'architecture de l'Allemagne occidentale dans les années 70 avec ses méthodes d'enseignement non conventionnelles. En même temps, deux types d'écoles différents se rencontrent là. La relation
centenaire du maître et de son disciple et l'école d'architecture en tant qu'institution d'enseignement dans une université. Alors, est-ce qu'ils se connaissent vraiment après cette brève conversation? Peuvent-ils s'évaluer l'un l'autre en tant qu'architectes? Oui et non. Avec toute la connaissance ou l'ignorance des écoles d'architecture, la relation particulière de l'individu avec son école, ainsi que les coordonnées du lieu de sa formation jouent un rôle important. Il n'y a aucun doute que cette conversation pourrait avoir lieu aujourd'hui et demain. Cela indique déjà le premier point que je voudrais aborder, l'opportunité ou la pertinence qu'il y a à traiter du sujet des écoles d'architecture. Tout d'abord, la pertinence. Une recherche connectée sur le plan international et une recherche comparative sur le sujet des écoles d'architecture est à la fois souhaitable et hautement pertinente, à savoir parce que les étudiants d'aujourd'hui et à l'avenir réfléchissent toujours au meilleur endroit pour suivre leur formation. Ils ne réagissent peut-être pas de cette manière au début de leurs études, mais avec un petit peu plus d'expérience et avec un examen des programmes, ils en viennent à cela. Les questions qu'ils se posent sont quelle faculté a traditionnellement une bonne réputation, quel est le profil de chaque faculté, quel est le domaine ou la matière qui domine, où est-ce que j'aurai les meilleures conditions pour étudier, où est-ce que les architectes renommés enseignent. Ce sont les questions auxquelles les collèges ont à faire face. Le système européen bachelor-master et l'initiative d'excellence, comme on l'appelle, ont conduit à une compétition, une concurrence qu'on ne connaissait pas autrefois entre les universités allemandes. Et cette compétition est de plus en plus importante pour les universités afin qu'elles puissent développer ce qu'on appelle leur UPS, Unique Selling Propositions en anglais, ou en français, l'Unique Selling Point, ou en allemand, c'est ce qu'on appelle Alleinstellungsmerkmal, qui est un terme qui vient du marketing. Et donc, si on se concentre sur une petite sélection de facultés d'architecture éminentes en Allemagne, la lutte pour un profil, pour un USP, devient fortement visible. Sur son site web, la faculté d'architecture de l'Université technique de Berlin fait la promotion de l'accent qu'elle met sur les sciences dans le domaine de l'aménagement, de l'espace de la construction, dont ils affirment qu'elle est tout à fait unique en Allemagne et que l'on la trouve rarement ailleurs. La faculté de Stuttgart se réfère comme étant un centre excellent de formation d'importance européenne et affirme occuper une position de leader. De nombreuses facultés affirment être les pionnières dans de nouvelles tendances de formation. Mais il y a également une tendance rétrospective. La faculté d'architecture d'Aix, qui est également une école d'architecture importante et traditionnelle, fait la publicité sur la base de son histoire et compte entièrement sur la tradition. La récemment nommée Université Bauhaus de Weimar, que l'on connaissait autrefois sous le nom de Hochschule für Architektur und Bauwesen, emploie un cadre de marketing qui met l'accent sur le soutien individuel que la faculté apporte à ses étudiants. Et là, la connexion d'une tradition d'école et l'association Bauhaus égale avant-garde dans l'enseignement et dans la recherche est très efficace. Aujourd'hui, chaque faculté se bat pour construire, entretenir son profil, entretenir ses relations publiques et même réaliser un marketing professionnel. Les facultés ne font cependant que suivre la tendance qui est déterminée par l'alma mater, l'université mère.
La création d'une marque université et le développement continu est un sujet actuel et futur. Une fois qu'un profil distinctif a été trouvé, il faut l'affûter. D'une part, il y a l'internationalisation, l'harmonisation avec le modèle anglo-américain, comme on le voit dans le changement de nom du Technical University de Karlsruhe, qui s'appelle maintenant KIT, Karlsruhe Institute of Technology. Et par ailleurs, on a l'individualisation connue comme dans l'exemple de Weimar. Donc, si l'on revient aux écoles d'architecture d'aujourd'hui et la perspective des architectes, encore et encore, le concept d'école d'architecture est vu de manière critique par les architectes eux-mêmes. La communauté des enseignants, dans le but de l'éducation, l'école qui est basée sur un consensus pédago-didactique semble de moins en moins attractif. Une approche individualistique a prédominé, en particulier depuis le milieu du XXe siècle. Le marché attend que l'architecte soit un artiste, pas un éducateur qui construit également. En même temps, le cabinet qui réussit, qui marche bien, devient un prérequis majeur pour être professeur désigné, pour être désigné professeur en création architecturale. Si on si on pose la question à un architecte de l'importance du concept de l'école dans la formation actuelle, vous aurez des réponses tout à fait ambivalentes, et ce qui est tout à fait surprenant. Et en 2011, on a lancé une discussion à l'université de Stuttgart et on a invité les têtes de certains des cabinets principaux d'architecture, et ces cabinets leaders basés en Allemagne sont en fait classés ou notés dans les milieux architecturaux et une présence sur Internet, sur baunetz.de. Et donc, lorsqu'ils sont confrontés à une question fondamentale, est-ce que les écoles d'architecture comptent encore, les architectes répondent à l'unisson. Ils ont tous vu ce concept d'école avec un fort scepticisme, puisque les écoles, la formation architecturale pour l'avenir sera déterminée par des individus. Et donc, dans la formation actuelle de l'architecture, l'idée du concept de l'école n'est pas un sujet principal, et ça, c'était l'opinion unanime. L'un d'entre eux, qui a l'habitude de la formation architecturale aux États-Unis, souligne que de nouvelles écoles risquent peu d'émerger, puisque les architectes ne pratiquent plus dans une association qui dure toute leur vie avec un lieu académique. Et dans un monde globalisé, l'origine est sans intérêt. La conclusion de la discussion, c'est l'école d'architecture et l'origine académique s'est dépassée. En ce qui concerne ces déclarations, il faut être un petit peu sceptique. L'architecte qui travaille dans le monde entier fait partie d'une élite, ça ne fait pas partie de la vie quotidienne. Les cabinets d'architectes qui basent leur sélection de candidats sur l'endroit où ils étudient existent bien. Et cela vaut également pour les comités qui sélectionnent ceux qui suivront un cours de master. Dans une formation architecturale, il y a des professeurs qui voient un projet auquel ils trouvent des défauts et disent « mais ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu apprendre ici, d'où venez-vous » Et donc, en fait, lorsqu'on en vient à la biographie et les origines professionnelles, le lieu de la formation architecturale est extrêmement important. Et lorsqu'on décide d'aller dans une école, on décide généralement de suivre les cours d'un professeur particulier. Et l'architecte privé, dans le cadre des professions libérales, chérit ses racines.
Aujourd'hui, étudier avec monsieur ou madame un tel est une tendance et on voit une renaissance du modèle maître-disciple. J'ai appris beaucoup à vos côtés. C'est une phrase que les étudiants disent de nouveau. Alors, en ce qui concerne les méthodes d'investigation, comme on l'a vu, les facultés d'architecture essayent encore de développer leur propre identité, peut-être même une identité unique. Il n'y a que les mots qui ont changé. Au lieu de dire école, on dit maintenant profil. Lors de notre symposium sur les écoles d'architecture qui a eu lieu après les discussions en 2011, on a essayé de décrire le phénomène des écoles d'architecture du 19e et 20e siècle et de mettre au point un questionnaire scientifique concernant les catégories de cours pragmatiques et la propagande. Le symposium a été le premier de son genre dans le monde germanophone. Et il y avait eu auparavant quelques tentatives d'analyser des écoles locales, mais nous nous sommes concentrés sur une nouvelle approche avec un questionnaire élargi et un survol des sujets de recherche actuels et par-dessus tout la capacité à tirer des conclusions internationales ainsi que la constitution de réseaux. Alors, les questions qui ont été posées aux collègues étaient les suivantes. Comment peut-on définir le terme école d'architecture? Quel est le rôle qui est attribué à l'histoire de l'architecture? Par qui, quand et pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme? Quelles sont les caractéristiques de curriculum qui caractérisent une formation architecturale, une faculté d'architecture en tant qu'école, entre guillemets. Et enfin, à quel point les écoles sont-elles importantes pour la formation des architectes d'aujourd'hui? Le résultat d'un appel à publication anglo-allemand sur le forum hartist.net au cours de l'été 2011 a été une grande surprise. Plus de 40 propositions de contributions sont venues de chercheurs en Allemagne, en République tchèque, en Espagne, en Autriche, au Brésil et aux États-Unis. Les collègues français n'étaient pas encore représentés à ce moment-là. À la suite du grand intérêt et à la lumière des nombreuses contributions de jeunes collègues, Klaus Philippe et moi-même avons choisi d'élargir la conférence à une durée de 2 jours. Au cours de nos préparatifs, il est devenu clair que jusqu'à présent, ce sujet n'avait pas été présent du tout dans l'histoire de l'architecture en Europe. Alors, il y a des croisements qui vont très loin avec la recherche, des intersections avec la recherche concernant l'histoire de la profession d'architecte. Mais 2 ans plus tard, lorsqu'il y a eu la grande exposition L'architecte, le passé et le présent de la profession au musée de l'architecture de Munich, on aurait pu s'attendre à trouver une contribution sur le sujet de l'école d'architecture. Mais on n'a pas pu le trouver. La question se pose de pourquoi. La recherche sur les écoles d'architecture suit en fait 3 méthodes établies de la science architecturale. C'est peut-être la raison pour laquelle personne n'avait eu l'idée de se lancer sur cette question jusqu'à présent. Les méthodes sont tout d'abord la recherche monographique, deuxièmement la recherche sur l'histoire des académies et des universités, où les facultés d'architecture jouent et ont joué un rôle important. Troisièmement, la recherche sur l'histoire de la création architecturale et la théorie de la création. Toutes les 3 méthodes ont été représentées au symposium de Stuttgart. Un an plus tard, nous avons publié le résultat sous la forme d'un ouvrage intitulé « École d'architecture, programme pragmatique, propagande ». Et en annexe, il y a des références bibliographiques détaillées qui montrent l'état de la recherche jusqu'en 2012. Et jusque-là, cette publication était la seule qui soit disponible présentant une vue d'ensemble complète de la recherche européenne sur ce sujet. Et donc, le
l'ouvrage remarquable de Joan Oakman's Architecture School a été publié en même temps. Ensuite, les résultats. Dans le domaine anglo-américain, le terme d'école est souvent utilisé pour désigner un établissement académique dans le cadre d'une université. Le symposium a montré que le concept d'école dans l'enseignement architectural européen devait faire l'objet de débats puisque la connotation est différente. Les historiens de l'art utilisent ce terme pour classer les artistes, les groupes d'art et les paysages d'art en fonction de critères stylistiques. Dans l'architecture, c'est lié avec l'éducation, l'enseignement et la formation architecturale individuelle ou institutionnelle. Pour Katja Bernhard de l'Université Humboldt de Berlin, qui a lancé une discussion sur les méthodes, le terme d'école est dépassé pour désigner les facultés européennes actuelles. Pour les sciences de l'architecture, d'autre part, elle est absolument certaine que cela représente même une sorte de critère qui possède un potentiel élevé. Elle a découvert que ni au XIXe ni au XXe siècle, on utilisait le terme pour une définition distincte. De plus, il n'y avait pas de discours conceptuel ou théorique dans les écoles ou entre les écoles. Et ces constatations sont valables pour ce qui est de la contemporanéité, et l'historien d'architecture qui utilise le topos de l'école d'architecture. Et d'après Bernard, il faut que 3 conditions soient réunies pour caractériser une formation architecturale comme étant une école. Une école doit avoir un contexte institutionnel. Une école est caractérisée par une relation directe entre l'élève et l'enseignant. Et dans l'école, il y a une compréhension commune de tous par rapport aux méthodes de formation et aux méthodes d'investigation. Et par conséquent, les écoles sont des modèles qui sont en évolution constante. Plusieurs conférences lors de ce symposium ont montré que le fondement même d'une école d'architecture, c'est d'enseigner l'architecture. L'enseignement est un processus de diffusion, de communication de la connaissance et qui est donc devenu l'objet même des discussions. Les écoles d'architecture se forment principalement lorsqu'il y a un lien étroit qui s'établit entre l'enseignement, la volonté d'avoir une permanence et une activité de publication professionnelle. Autrement dit, lorsqu'il y a un enseignement et des pratiques de la construction qui sont reflétées et résumées dans un manuel, par exemple, un manuel d'architecture ou manuel d'apprentissage pour les architectes. Par conséquent, la troisième méthode dont j'ai déjà parlé, qui est l'analyse de la méthode d'enseignement de la conception et des programmes, est devenue donc le centre de la discussion lors de notre symposium. Les enseignants qui arrivent dans une académie ou une école polytechnique soumettent des publications pour les propres étudiants ou pour des architectes déjà en activité en parallèle de leur pratique d'enseignement et de construction. Et c'est même l'alliance la plus commune qui a conduit à la création d'une école au début du XIXe siècle. Et c'était des écoles qui n'étaient pas ensuite construites, mais qui étaient fondées de façon délibérée et même nommées d'après les principaux enseignants ou institutions d'enseignement. Donc, ce type d'alliance s'est trouvé, par exemple, lorsque le classiciste Friedrich Weinbrenner de Karlsruhe a créé l'école de Weinbrucher et a résumé ses enseignements dans un manuel d'architecture en plusieurs tomes. Et c'est la même chose pour ses contemporains Heinrich Genz et Jean-Nicolas Louis Durand. Il y a donc un accord conceptuel au sein de
de la communauté d'enseignants d'une institution, que ce soit une académie, une polytechnique ou un collège technique, qui est reconnu comme étant une caractéristique importante et un élément clé pour créer une école. Bien évidemment, il y a une autre catégorie, un autre concept d'école d'architecture qui est fondé donc sur les individus eux-mêmes, et les relations entre le maître et l'élève va souvent à l'encontre de la conception et l'élaboration de ces écoles à l'intérieur d'autres écoles. C'est la base de la création d'ateliers et de master workshops. Par exemple, ce qu'on appelle l'école Wagner de Vienne ou l'école de Hans Pölzig à Berlin. Dans ces cas particuliers, l'enseignant, la faculté vient en retrait du maître. L'école reçoit le nom du maître, elle ne reçoit pas le nom de l'endroit ou de l'institution. Les étudiants se contentent de recopier fidèlement ce que fait le maître. Et l'affiliation artistique et architecturale des élèves par rapport au maître est tout à fait claire et n'est pas vue comme une entrave à leur propre création. Ceci pourrait paraître être un système médiéval, néanmoins, ça permet de créer des relations académiques qui persistent longtemps. Et de ce point de vue, l'évaluation de Winfried Nerdingers, qui date des années 90, à savoir qu'une école d'architecture n'existe que lorsque le travail des enseignants, des élèves et des diplômés a des similitude tout à fait reconnaissable avec le travail d'un enseignant, eh bien, devient une définition beaucoup trop étroite. Et plusieurs conférences qui ont été présentées au symposium de Stuttgart ont montré que l'existence d'une école ne s'exprime pas seulement par l'adoption d'un style, c'est le contraire. Très souvent, il y a une diversité de concepts qui sont la marque des écoles d'architecture, et ceci pose indéniablement des problèmes pour l'historiographe. L'homogénéité est tout à fait prévisible, alors que lorsque l'on parle du concept d'école dans l'art et dans l'architecture. Alors là encore, il faut remettre en cause, le besoin de mettre en cause le terme d'école d'architecture a été étudié dans ce symposium, surtout lorsque l'on s'approche des traditions, des mythes et des légendes. Et cela peut même devenir un fardeau pour une nouvelle génération d'enseignants. Après tout, qui crée cette classification d'école d'architecture? Qui perçoit la formation académique en tant qu'école? Et dans ce contexte, Klaus-Jan Philipp a étudié l'histoire de la réception, la façon dont est vue l'école de Stuttgart jusqu'à maintenant. La définition d'une école, ce n'est pas simplement le résultat d'une réforme éducative, il vient de le démontrer, et du concept d'école qui décrivent en premier un modèle didactique qui n'a jamais eu pour objectif de produire une homogénéité. Au contraire, la diversité des diplômés et de leur conception fait partie du concept même. L'école de Stuttgart a établi sa réputation sur l'affrontement avec l'avant-garde de Neues Bauen. Et le résultat a été qu'il y a une permanence de l'école qui est reflétée dans la façon dont elle est vue, et mieux encore, cette vision de l'école qui est instrumentalisée au niveau politique fait la promotion de la légende et de la mythologie. Donc, la question est de savoir qui a intérêt à ce qu'une institution, un établissement d'enseignement devienne légendaire. Plusieurs conférences ont montré qu'il y a également les réseaux d'anciens élèves, d'anciens diplômés qui créent les écoles et qui créent une certaine permanence. Cela peut être observé dans l'exemple de l'école de Dresde qui a été finalement façonnée par les diplômés de l'école de Stuttgart. La permanence est quelque chose qui est vital pour l'école d'architecture et qui
peut être réalisé par des politiques sages d'encouragement aux anciens élèves. Depuis les années 20, l'école de Stuttgart en particulier a permis de responsabiliser ses diplômés. Le résultat ne signifie pas que l'on a simplement un réseau d'anciens diplômés en dehors de l'université, mais on en arrive à avoir une architecture et une législation sur la construction qui est le résultat des méthodes appliquées par une seule école dans les années 30 jusqu'aux années 50, à savoir les écoles de Dresde, de Cologne, de Kiel ou de Brême. Et donc, la diffusion des disciples a déjà été observée par des auteurs contemporains à la fin des années 20. Mais les objectifs sous-jacents n'ont pas encore fait l'objet d'exploration. Certaines conférences ont montré que l'école peut avoir une identité d'entreprise, en quelque sorte, qui est souvent le fruit du travail des diplômés eux-mêmes, rétrospectivement, afin d'anoblir l'enseignement qu'ils ont reçu et de créer une identité, étant donné le contexte très compétitif au niveau professionnel. Et il a été démontré que les enseignants nient même souvent l'existence d'une école, alors que celle-ci est mise en avant par les diplômés. Donc ce phénomène d'école d'architecture fictive est en fait conçu et vu lorsqu'il y a des diplômés qui deviennent réputés et qui doivent toujours se justifier par rapport à leur propre formation, leur propre parcours de formation. Alors pour ce qui est des perspectives de recherche, le concept d'école d'architecture continuera d'échapper à une analyse unidimensionnelle pour les prochaines recherches et pour créer des marques d'université. Il va continuer à fournir un cadre systémique. Et il n'y a pas de vue d'ensemble comparative des différentes méthodes d'enseignement en Europe, ni pour le 19e siècle, ni pour le 20e siècle. Nous avons donc besoin d'avoir une vue différenciée des écoles d'architecture qui sont dans les académies, les universités et les écoles d'art. Nous avons besoin d'une analyse de la réputation comparative des écoles d'architecture dans un contexte international pour voir quelle est leur origine et leur permanence. Le défi à venir sera de réévaluer le discours concernant les méthodes d'investigation et pour unifier la recherche internationale. En 2012, Joan Hockman a terminé son introduction à son grand travail d'enquête sur les écoles d'architecture en concluant par cette phrase très intelligente: le concept de l'enseignement de l'architecture dans l'Amérique du Nord est heuristique et le prochain livre qui sera écrit sur ce sujet sera au contraire très international. Merci beaucoup.